Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui est un livre sur un livre, c'est-à-dire c'est un livre de Patrick Weil sur un livre qui a été écrit par Freud et William Bullitt sur le président Wilson, qui a été président des États-Unis pendant la période de la guerre de 14, un peu avant, un peu après. Et le livre qu'a écrit Patrick Weil est une somme extraordinaire. J'ai trouvé, moi, que c'était un livre-monde qui contient des documents, des informations sur la guerre, sur la psychanalyse, sur Freud, sur Bullitt. Et Patrick Weil va être avec nous pour en parler et on va le recevoir tout de suite. Patrick Weil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien sur Academ où les habitués vous connaissent déjà. Vous êtes donc politologue et historien. On pourrait aussi dire politicien, parce que vous avez fait de la politique aussi. Vous avez été dans des cabinets ministériels, vous avez fait d'autres choses aussi. Vous avez été dans des commissions importantes. Oui, mais je l'ai été en tant qu'universitaire. Alors, en tant qu'universitaire, connaissant l'action politique. C'est ça. Voilà. Mais j'ai vraiment considéré qu'à partir du moment où je m'inscrivais en thèse, je devais être libre de toute affiliation politique. Et depuis 1985, je n'ai plus aucun engagement politique. D'accord. Donc, mais j'ai une expérience. C'est ça, vous avez une expérience. Du pouvoir. Voilà. C'est ça, vous avez une expérience politique. Oui. Donc vous êtes politiste, politologue, politicien. Voilà, on va dire ça comme ça. Non, pas politicien, Non. Parce que politique, c'est très loin de vous et que vous êtes consacré à la recherche, en fait. Hein. Voilà. Depuis une une quinzaine d'années, vous êtes professeur invité à Yale, hein, oui, c'est ça, aux États-Unis. Oui. Et donc, vous avez fait tout ça. Et là, vous sortez un bouquin qui est différent, voilà. On va dire ça. Ouais. Mais un bouquin passionnant, je vous le dis tout de suite, j'ai adoré votre livre. Hein. Merci. Et donc, c'est un bouquin, comme je vous le disais avant de commencer, c'est un livre-monde. Il y a tout là-dedans. Il y a des personnages qui sont des personnages extraordinaires, il y a de l'histoire, il y a de la politique, il y a tout, quoi. Et donc, ça part d'un autre livre, en fait, hein, qui est un livre écrit à quatre mains par un ambassadeur célèbre qui s'appelait William Bullitt et Sigmund Freud, le grand psychanalyste. Et ce livre, moi je l'ai lu quand il est sorti, c'est un drôle de livre, sur le président Wilson. Voilà. Lui qui était président des États-Unis dans les années de la Première Guerre mondiale, quoi. Il a été 2 mandats, hein, c'est ça, hein, Oui. 2 mandats. Hein. Ça couvrait la Première Guerre mondiale. Quoi. Et donc, ce livre, il y a un événement. Comment vous êtes tombé sur ce bouquin? Vous voulez nous raconter? Eh bien, j'avais fait comme vous, mais plusieurs années plus tard, j'étais étudiant, j'étais tombé sur l'édition de poche, en 10-18, je m'en souviens. Ça. Je l'avais acheté, j'avais trouvé... Bon, c'était intéressant comme bouquin, cette entreprise de vouloir faire une étude psychologique d'un homme politique. Voilà. C'est ça. Bon, je l'ai gardé, je l'ai toujours dans ma bibliothèque. Et puis, j'enseignais à Yale, comme vous le dites. Et 2014, juste avant de partir à New Haven, j'étais à New York. Je rentre dans une librairie de livres d'occasion et je tombe sur la version anglaise, qui est la version originale. C'est l'original. Je l'achète pour $6. Je rentre chez moi, j'ouvre. Je ne me souvenais plus du nom du colonel House, qui était le conseiller le plus important de Wilson. Et je travaillais sur une correspondance entre House et Clemenceau. Parce que Clemenceau était devenu très ami avec House et j'allais publier, ce que j'ai fait il y a 2 ans, les lettres d'Amérique de Clemenceau. Donc je préparais ce travail et je me dis, tiens, mais peut-être qu'il y a une correspondance entre Bullitt et House. Donc je tape sur le moteur de recherche de Yale et là je découvre que toutes les archives de Bullitt sont là. C'est sa collection qui est là. En plus, bien sûr, d'une correspondance avec House dans les archives House. Donc je me dis, allez, j'y vais. Et je vois tout de suite indiquer des cartons liés aux manuscrits avec Freud. Et je tombe tout de suite sur des textes écrits de la main de Freud, des bouts de pages coupées. C'est illisible de la main de Freud. Moi, je ne lis pas l'allemand, mais évidemment, c'est de l'allemand gothique. C'est en gothique, c'est ça. Et voilà, et je me dis, c'est génial. Et je commence à regarder par-ci, par-là. Et je dois dire, je ne l'ai pas avoué dans le livre parce que j'ai gardé le secret jusqu'à la sortie, je trouve très vite le manuscrit original.
Ça, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Parce que le livre qui est paru a été coupé à Caviardé. Caviardé. Vraiment. À multiples. Enfin, 300, j'en ai compté 300 corrections. Importante? Oui, il y a des passages, je le dis, il y a des passages assez importants. Et je crois que l'explication en est dans toute l'histoire. C'est pour ça que j'ai fait l'histoire politique et personnelle du diplomate, parce que c'est son histoire qui explique, à Bulit, oui, qui explique déjà Bien sûr. qu'il propose, qu'il va voir Freud, intéressé par lui-même, mais un peu par Wilson aussi déjà. Enfin, il avait des problèmes aussi. Il y avait des problèmes, hein. oui, il y avait des problèmes. Mais il va voir Freud et puis il parle de Wilson, parce que Freud s'intéressait à Wilson, vraiment. Il était concerné. Hein. Voilà, il était concerné. Et puis, alors là, je corrige ce que Bulit lui-même a raconté, c'est lui qui a l'idée, quand il envisage un grand livre sur la diplomatie, il va voir Freud en 1930 et il lui propose d'écrire le texte que Freud lui avait dit qu'il aimerait écrire sur Wilson. C'est ça. Il dit, êtes-vous prêt alors à le faire? Et Freud dit, mais moi je ne peux pas faire un texte sans beaucoup de documents, sans beaucoup d'informations. Je ne veux pas le faire. Donc si vous me ramenez ces informations, on pourra peut-être écrire ensemble. Parce que c'est une psychanalyse in absentia. Voilà. D'ailleurs, il appelle ça portrait psychologique. Oui, bien sûr. Et alors, Bulit est assez extraordinaire. Il a commencé comme journaliste et il a un talent incroyable. C'est un personnage hors du commun. Hein, hors du commun. Ouais. Et il ramène des témoignages absolument incroyables. Bulit, c'est un diplomate, au départ, un journaliste qui devient diplomate, un type brillantissime, hein, et qui, quand même, est un prophète. Il découvre des choses. Vous permettez que je lise un tout petit passage de votre livre, que je suis sidéré par ce passage. En 1939, déjà, Bulit écrit « À mes yeux, M. Hitler a déjà perdu la guerre. » En septembre 1939. En septembre 1939, au début de la guerre. Ouais. J'imagine qu'il pense en finir rapidement avec la France et l'Angleterre pour se retourner contre les bolchos après et leur donner le coup de grâce. Mais ça ne se passera pas comme ça. Les soviétiques vont croître comme un cancer, dit-il, et pousser jusqu'à Berlin. Après quoi, il faudra en finir avec le grand Khan Staline. Mais il est incroyable. En 1939, il a tout prévu. Oui. Alors expliquez-nous qui c'est ce bonhomme. Alors alors Bulit, c'est un nom traduit c'est un nom français d'origine, Boulet. C'est Boulet. Son ancêtre est venu au moment des guerres de religion, il était de Nîmes, il est venu se réfugier aux États-Unis. Il a une famille par sa mère juive allemande, convertie. Oui. Alors c'est très intéressant parce que c'est des convertis, vraiment convertis, mais quand même, selon les moments, ils se déclarent juifs, et puis selon les moments, ils ne l'est pas. C'est Horwitz quand même. Horwitz, voilà. C'est un nom vraiment juif, quoi. Voilà, mais, alors ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, c'est comme des maranes. C'est ça. Mais j'ai essayé de trouver des articles, des recherches. En Amérique, il y a des milliers de recherches sur tous les sujets. Oui. J'ai dit, alors, est-ce qu'il y a des articles sur les maranes protestants américains? Ben non, j'en ai pas trouvé. Ah. Et c'est très intéressant parce que là, on voit une famille dont la mère, ils se sont mariés entre familles juives, descendants de familles juives, tous convertis. C'est ça. Mais voilà. Et donc c'est comme les maranes, quoi. Exactement. Et alors, la particularité de sa grand-mère maternelle, c'est que quand elle perd son mari, elle a une fille mariée qui est la mère de Bulit, elle a 3 autres filles, et elle décide d'emmener ces 3 filles de déménager à Paris. Elle s'installe à Paris. Donc Bulit, sa mère lui apprend le français, à tous les déjeuners il parle le français, et tous les étés, il part avec sa mère et son frère rendre visite à sa grand-mère qui habite à Paris, ou qui s'installe l'été sur les côtes françaises, et à ses tantes qui depuis se sont installées soit à Rome pour l'une, soit à Londres pour l'autre. Donc il a une éducation européenne, transatlantique, européenne, cosmopolite. Puis il finit français. Et puis il passe la moitié de sa vie à Paris, c'est un Français d'honneur, si je puis dire. C'est un Français d'honneur, voilà. c'est ça. Et alors il devient journaliste,
il voyage avec sa nouvelle femme dans les empires centraux, comme voyage de noces en 1916, donc en Allemagne et en Autriche. Il est embauché par le State Department pour suivre, après le début de la guerre, le début de l'engagement de Wilson dans la guerre, aux côtés des Alliés. Il suit ce qui se passe en Allemagne, et puis il va à Paris avec Wilson, dans la délégation chargée de négocier la paix. Et il est chargé des relations avec la gauche. Il est de gauche. Il est chargé des gauches françaises. Il est chargé des relations avec la gauche française et avec la gauche socialiste européenne. Oui. Et aussi, il est envoyé dans une mission secrète auprès de Lénine. C'est ça. Qui est une mission incroyable. Il a 26 ans. Incroyable. Il obtient de Lénine un accord sur un cessez-le-feu dans la guerre civile russe. Qui ne se fera pas. Il ne se fera pas parce que Wilson ne s'y intéresse pas quand il revient. Et lui, voyant le traité de Versailles dans sa version définitive, démissionne avec fracas de la délégation américaine et est appelé à témoigner devant le Sénat américain par les républicains. Et son témoignage va avoir un impact puisqu'il va révéler que le secrétaire d'État de Wilson, qui s'appelle Lansing, est opposé au traité. Donc ça déstabilise Wilson, mais Wilson se déstabilise lui-même, puisque c'est à la fin des fins lui-même, Wilson, qui donne l'ordre aux sénateurs démocrates de voter contre la ratification d'un traité qu'il a négocié lui-même, puisqu'il s'est installé, Wilson, à Paris pendant 6 mois. Je pense que les Français ne se rendent pas compte. Le président des États-Unis est venu habiter Paris 6 mois entre le 13 décembre 1919 et fin juin 1920. Mais c'est quand même quelque chose. Alors donc Bullitt démissionne de tout ça après son témoignage, part écrire un roman qui marchera très bien, et puis il va voir Freud pour faire sa psychanalyse. Il écrivait à ce moment-là une pièce de théâtre sur Wilson, qui est très bonne, jugée comme telle par le lecteur d'une maison de théâtre, mais ils se disent c'est risqué, etc. Ils le jouent pas. Et c'est 3 ans plus tard qu'il a l'idée d'écrire ce livre, et avec Freud, il travaille pendant 2 ans, et en 1932 le livre est prêt, mais aussi Roosevelt est prêt de gagner l'élection présidentielle, et Bullitt a envie de reprendre du service chez les démocrates, et il devient l'un des principaux diplomates de Roosevelt. À ce moment-là, c'est lui qui négocie avec Roosevelt la reconnaissance de l'Union soviétique par les États-Unis, et il est envoyé comme premier ambassadeur à Moscou. Américain à Moscou. Et donc il a été l'ambassadeur à Moscou, et où il découvre le stalinisme, et il est effaré. Et puis ensuite, il est ambassadeur en France. Voilà. Un grand ambassadeur en France. Un grand ambassadeur qui va tout faire pour d'abord trouver une solution de paix avec Hitler, et c'est après Munich dont il comprend, grâce à Daladier, le sens, parce que Daladier n'est absolument pas dupe sur Munich. Et je peux dire, je crois que c'est Daladier qui fait prendre conscience, non seulement à Bullitt, mais à Roosevelt, du sens de Munich, puisque Bullitt fonce débriefer Roosevelt dès qu'il a parlé avec Daladier, et le lendemain de la nuit, il passe la nuit à parler, et le lendemain matin, Roosevelt fait une conférence de presse, le 14 octobre 1938, et il dit à la presse américaine, le budget de la défense, vous mettez à la poubelle, on va produire des milliers d'avions. C'est ça la contribution de Bullitt à l'aide à la France, c'est qu'il va aider la France à commander des milliers d'avions, des centaines d'avions. Des centaines, parce qu'il aurait voulu des milliers, il aurait voulu des milliers au service de l'armée française. Voilà. Bon, ce sera trop tard quand même. Ce sera trop tard. Alors, bon, ça c'est formidable, c'est un homme formidable. Et donc, moi j'ai 2 questions, ou 3 questions, parce que on pourrait parler des heures, mais c'est vrai que c'est un livre-monde. On tire un fil, et puis il y a toute une histoire qui arrive. D'abord, une opinion. Vous pensez vraiment qu'un regard psychologique, et là encore plus particulièrement psychanalytique, a quelque intérêt pour un spécialiste de la politique comme vous? Je crois que c'est fondamental. C'est vrai? C'est important de savoir que Wilson, d'après Freud et Bullitt, avait des problèmes d'homosexualité refoulés, qu'il avait une terreur de l'autorité de son père, qui en même temps il était totalement soumis à son père. Est-ce que vous croyez que c'est important pour comprendre la politique de Wilson? C'est vous le psychanalyste. Non, mais c'est vous le politicien. Ce que je voudrais dire, c'est que je trouve que
ce livre n'aurait pas pu être fait s'il n'y a pas eu, si Bullitt n'avait pas amené autant d'informations. Ah, c'est Bullitt qui amène tout. Mais les informations qu'il amène sont quand même intéressantes pour un psychanalyste. Très. La répétition, si vous voulez. Très. C'est quand même une répétition. Tout ce qui se produit sur la scène du traité de Versailles, c'était déjà produit quand Wilson était président de l'université de Princeton. C'est ça. Il reproduit exactement les mêmes phénomènes. C'est ça. Il a un ami très cher avec qui il partage tout. Et tout d'un coup, cet ami devient le traître dont il devient avec une haine obsessionnelle. C'est vrai. Bon. Et il a aussi un ennemi dans l'université, qui est un gars qui juste veut construire un bâtiment pour faire le département de Graduate Studies, et qui devient aussi un ennemi obsessionnel. Un peu comme, plus tard, il aura eu un ami incroyable qui est son conseiller, House, dont on parlait tout à l'heure, et un ennemi qu'il avait admiré avant, qui s'appelle Cabot Lodge, qui est le chef, qui est malheureusement pour l'histoire du monde, le chef de la majorité républicaine au Sénat. Et celui qui est resté d'ailleurs dans l'histoire, Cabot Lodge. Cabot Lodge est resté comme celui dont on l'accuse de l'avoir empêché la ratification du traité, alors que c'est franchement Wilson, parce que qu'est-ce que Cabot Lodge demandait? Il disait la chose suivante. Ça nous parle aussi aujourd'hui. Il y avait un accord accroché au traité de Versailles, une sorte d'OTAN avant la lettre. C'est ça. C'est-à-dire, c'est une sorte d'OTAN. Il y avait un accord des États-Unis et de l'Angleterre en cas d'agression allemande contre la France. L'Amérique s'engageait à venir nous aider automatiquement. C'est ça. Alors les républicains disaient ça, ok. C'est ça. Mais ensuite, il donnait l'exemple, si la Russie bolchevique attaque la Pologne, on ne va pas automatiquement envoyer les troupes américaines. Il faut l'accord du Sénat. Et Wilson dit, ah oui, mais alors les autres disent, mettons-le. Et là, il a dit non. Mais je ne comprends pas. Là. Il ne voulait pas qu'il y ait le nom. Pourquoi? Il ne voulait pas qu'il y ait le nom. Il le dit lui-même. Le nom de Cabot Lodge. C'est ça, c'était contre Cabot Lodge. Oui. C'était seulement contre Cabot Lodge. Oui. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors là, il est fou. Oui, voilà. Bon, c'est ça. Il ne voulait pas. Il avait interdit à ses ministres d'aller à des réunions où Cabot Lodge était présent. Des messes. D'accord. Dès qu'il y avait Cabot Lodge, il était... Voilà. Bon, alors là, je ne sais pas, mais... Bon, non, mais d'accord, mais est-ce que ça intéresse l'historien? Mais ça intéresse le psychanalyste, ça intéresse sûr. L'historien, parce que vous vous rendez compte, le traité de Versailles qu'on apprend à l'école, oui. Ça devient une coquille à moitié vide à partir du moment où l'Amérique n'est plus dedans. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. C'est ça. Le traité de Versailles a été dessiné par l'Amérique. Les 14 points de Woodson étaient la base du traité. Points. Oui, c'est ça. Ensuite, tout le mécanisme d'organisation de la Société des Nations, et puis le traité de soutien, de garantie militaire, l'OTAN avant la lettre, c'était l'Amérique. L'Amérique était au cœur du traité. Imaginez que aujourd'hui l'Amérique ne soit ni dans l'OTAN, ni dans l'ONU. On dirait c'est plus l'OTAN ni l'ONU. C'est fini, ça disparaît. C'est ce qui se passe avec Versailles. L'OTAN disparaît. Hein. Voilà. C'est ce qui se passe après Versailles. Donc c'est parce que l'OTAN disparaît, Clémenceau n'est pas élu président en 1920, et c'est Poincaré. Donc Clémenceau disait « il sait tout, mais il ne comprend rien oui, ». C'est un homme de dossier. Oui. Eh bien, c'est lui qui décide d'utiliser les réparations, qui n'étaient pas du tout l'objectif de Clémenceau, pour essayer de dominer l'Allemagne. Bon. Et du coup, on a cette mémoire du traité que la France aurait imposé avec des réparations. Et je montre que ce n'est pas la France qui impose les réparations. Vous montrez très bien que c'est les Britanniques. Les Britanniques. Voilà. Donc voilà. D'accord. Donc il y a un élément psychologique qui intéresse l'historien. Qui peut avoir des conséquences terribles pour l'histoire. C'est ça. Bon. Alors, dites-moi, justement, c'est tentant maintenant de vous poser une question, parce que il va falloir conclure. C'est pas parce qu'on est à la fin, hein, mais c'est parce qu'il faut s'arrêter un moment. Mais c'est trop tentant. Oui, allez-y. Alors, je voudrais vous poser deux questions, coup sur coup. Vous dites le président est-il fou? Oui. Poutine est devenu fou? Alors je vais vous faire ce que je pense que Freud aurait répondu, apportez-moi des informations. Je peux pas. Vous en avez pas? Je peux pas vous répondre comme ça, et c'est ce que Freud a dit à Bullitt. Oui, c'est ça. Voilà, je réponds pareil. C'est une réponse très courte. Freud a répondu... apportez-moi les informations. Bon, d'accord. Mais il y a des informations.
Moi, je les ai certaines pas. qui vont dans un sens, certaines Moi, je qui les ai vont, pas, vous voyez. qui Et je vont dans pense un autre qu'il sens. faut. Là, ce que j'apporte dans le livre, c'est des informations. Parce que Wilson avait une particularité, Ouais. c'est qu'il se confiait à certains proches comme on parle à un psychanalyste. J'ai ça. rêvé ça, j'ai rêvé ça. Et House prenait des notes. C'est ça. Il avait 2000 pages de notes Oui, qu'il a Wilson. dictées à sa secrétaire. C'est incroyable. Wilson parlait de lui sans arrêt. Sans arrêt. Sans À son arrêt. médecin aussi, qui a un journal qui est au milieu de la Virginie. Je suis allé le regarder. Et là, il y a des choses incroyables. Donc ça, je ne suis pas sûr que Poutine fasse pareil. Bon, une autre question. Une autre question. Là, on est en train de faire une élection présidentielle. Oui. Toute la France est en ébullition Oui. autour de ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut être un peu fou pour devenir président? Un peu, beaucoup? Alors, la thèse de Bullitt, c'est que même si on ne l'est pas, on le devient. On le devient de toute façon. Parce que le régime présidentiel finit par rendre C'est fou. ça, il détestait le régime présidentiel. Finalement, ce qui est très rare pour un Américain, Ouais, il était finalement, il en avait tiré la conclusion qu'il fallait le régime parlementaire. parlementaire, c'est ça. Il détestait le régime Il présidentiel. disait qu'au fond, il avait tout essayé, il avait servi plusieurs présidents. Roosevelt n'était pas fou. Simplement, il a fait 4 mandats, enfin 3,5, parce qu'il est mort au début du 4e mandat. Mais il était à la fin, ça n'allait plus. Donc il faut prévenir les candidats. Donc vous il avez faut envie de devenir fou? prévoir des systèmes de contrôle Bah oui, qu'on ça. n'a pas assez, chez nous en tout cas. On n'en a pas du tout ici. Du tout, voilà. Ici, Voilà, pas voilà, du tout. voilà. Bon, alors, d'accord, mais une dernière question, on va s'arrêter. Et vous, pourquoi ça vous passionne autant? Parce que j'ai bien vu. Il paraît que ça fait 7 ans que vous travaillez sur ce bouquin? Alors, vous avez dit tout au début. J'ai dit tout au début? Oui. C'est vrai. Vous avez tracé mon histoire. J'avais jamais fait une biographie. C'est pas du tout ce que j'ai fait avant. C'est ça. Mais j'avais fait de la politique. Ouais. Et j'avais constaté, quand même, en approchant des dirigeants politiques, des choses. Bien sûr que la psychologie est très importante. Et tout d'un coup, j'avais une occasion incroyable. C'est de la matière, hein? Et vous vous rendez compte, je suis tombé sur un inédit de Freud, et pendant 7 ans, j'étais le seul à savoir que quelqu'un aurait pu le trouver entre-temps. Et je me suis dit, c'est incroyable, et ben je vais voir si je suis capable de faire une biographie. J'étais pas sûr que j'étais capable de la faire. C'était pas évident. Et c'était sur un sujet que je connaissais un petit peu, parce que c'était le dirigeant politique que j'avais côtoyé quand j'avais été au gouvernement ou dans la politique, comme vous l'avez signalé, jusqu'en 85. Donc ça bouclait quelque part. C'est ça, parce que vous avez été un peu un Bullitt, en fait. Oui, enfin, j'avais pas ces talents de prophète. Disons que j'avais senti certaines choses, mais bon, Ouais. mais pas. Mais disons que je les avais côtoyés. J'avais été assistant parlementaire, j'avais vu aussi C'est comment ça, marchait le c'est Parlement. ça. Bon, et donc du coup, ça me passionnait. Et je me suis dit bon ben voilà, là j'ai l'occasion et je vais faire ça à fond. C'est-à-dire, je vais aller regarder. Ça, vous l'avez fait à fond. Voilà. Je peux vous Il n'y a pas une pièce d'archive que je ne suis pas allé regarder. Vous voyez. Et c'est sans compromis. Hein. Ouais, voilà. C'est un livre sans compromis. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié votre livre. Il Merci faut qu'on beaucoup. s'arrête. Merci de votre Merci, Kevin. sincérité. Attends, merci. Et, Merci. et c'était très intéressant de parler avec vous. Merci Ben, infiniment. je m'en doutais. Hein.